bien, ça nous fait vraiment plaisir, là, maintenant, d'accueillir toute une cohorte, en fait, de la Ville de Montréal pour une présentation qui va être commanditée par le Centre de formation horticole de Laval. C'est fantastique. Donc, merci Laval de commanditer la présentation de Montréal. Alors, la présentation s'intitule « La géomatique au service de la lutte aux îlots de chaleur urbains et de l'adaptation au changement climatique » et elle va être donnée par 3 délégués. Alors, la première, c'est Marie Cloutier, qui est chef de division mobilisation, biodiversité et résilience au Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal depuis 2019. Alors, Marie, elle a travaillé dans 3 paliers de gouvernement, au privé, dans les organisations non gouvernementales, à l'étranger, dans des organisations internationales comme l'OCDE. Et finalement, en 2002, elle s'est trouvée une vocation dans le milieu municipal auprès de l'UMQ, la Ville de Longueuil, la Ville de Montréal. Donc, elle aime ça, les villes. C'est correct que Laval commandite sa présentation aujourd'hui. Alors, la mission du Bureau de la transition écologique à la Ville de Montréal, c'est d'augmenter la résilience face aux changements environnementaux comme la crise climatique et aussi d'assurer une transition écologique équitable. Donc, son bureau est responsable de proposer des politiques, des règlements ainsi que des mesures budgétaires et fiscales. Donc, on a la carotte et le bâton. Pour que ça passe, on va s'adapter à Montréal. Moi, je vous présente le second panéliste qui est Simon Gignac. Il est membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, comme géomètre spécialisé en cartographie et photogrammétrie. Alors, il faudra qu'il nous explique ce que c'est que la photogrammétrie depuis 2016. Il a acquis une solide expérience comme technologue qui a travaillé, entre autres, en Suisse, en Colombie-Britannique aussi. Il est spécialiste de la cartographie topographique, de la maquette de base numérique et des applications de photogrammétrie. Il a obtenu une reconnaissance de grande expertise en photogrammétrie et en photogrammétrie, et en représentation territoriale 3D, chef d'équipe de la représentation du territoire au sein de la division de la géomatique. Il a la responsabilité de l'inventaire de la voirie, la cartographie de base, la cartographie thématique de l'Observatoire spatial urbain et des levées aéroportées de la Ville de Montréal. Ouf! Ça, c'est vraiment un spécialiste. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça me fait plaisir aussi de vous présenter notre 3e conférencier, Nicolas Dedevic, qui travaille dans l'équipe de Marie comme chef d'équipe au sein de la division mobilisation, biodiversité et résilience au BTER. Alors, il est responsable au soutien à la coordination des initiatives de la Ville visant l'adaptation au changement climatique et aussi la protection de la biodiversité, l'agriculture urbaine et certaines actions de verdissement, notamment la plantation des arbres. Donc, Nicolas, c'est un géographe spécialisé en environnement. Il a travaillé, entre autres, au complexe environnemental Saint-Michel, sur le parc Frédéric-Bac. Et ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter aujourd'hui parce que c'est un allié de longue date dans un meilleur encadrement des pesticides. Donc, bienvenue à vous 3 aujourd'hui. On a bien hâte de vous entendre. Donc, bonjour. Merci beaucoup, vraiment, Louise, pour ton invitation, à ton co-animateur également. Je tiens également à mentionner le bonheur d'être au Jardin botanique. Donc, merci Anne, merci à Espace pour la vie, ainsi que l'invitation de la SQP, bien sûr. C'est un bonheur d'être avec vous en présentiel, enfin. Donc, on va débuter par, je dirais, un certain topo rapide de l'importance d'agir face à l'urgence climatique. Par la suite, avec Simon, on va voir dans le fond l'importance des travaux qui sont faits par l'Observatoire spatial urbain, ainsi que les données qui y sont produites et qui sont à venir également. Par la suite, on va faire le lien avec ce qu'on fait au Bureau de la transition écologique et de la résilience, le BTER, justement avec ces précieuses données qui sont produites, qu'est-ce qu'on fait dans nos travaux et nos projets avec ces dernières. Donc voilà, le cliqueux. Parfait, ça fonctionne. Ah oui, c'est vrai, on voit tout ici. Donc, en fait, ce que je pourrais vous mentionner, et comme on le sait tous, le dernier rapport du GIEC, en fait, et je dirais sans équivoque, les 2 derniers rapports
on doit absolument agir pour pouvoir, je dirais, sauver notre planète et nous permettre de poursuivre pour les générations futures et nous. Et toujours dans un esprit empreint de justice et d'équité, ne pas l'oublier. Donc, on doit essayer d'atteindre un réchauffement planétaire, dans le fond, qui ne dépasserait pas le 1,5. On le sait tous, les impacts vont aller en augmentant et de façon exponentielle si on ne fait rien dès maintenant. Toutefois, c'est important également de garder espoir, de garder espoir pour nous permettre d'agir, d'avoir l'énergie de continuer. Et pour ce faire, ce qu'on veut faire évidemment tous, c'est de limiter les pertes de vie humaine, les pertes de biodiversité et d'infrastructures pour qu'on puisse continuer à pouvoir bénéficier de notre planète. Donc, pour ce faire, des mesures ambitieuses et accélérées doivent être mises en place pour avoir une transition verte et juste. Et dans le fond, on le sait tous, les solutions basées sur la nature, eh bien, c'est une des plus grandes solutions dont on doit utiliser, le mettre dans le carquois de la solution pour la planète, pour à la fois justement diminuer les effets du réchauffement planétaire, s'y adapter, oui, parce que le climat est déjà changeant, et en même temps avoir des effets supplémentaires et bénéfiques pour la population et le bien-être de nos quartiers, de nos villes. À la Ville de Montréal, je dirais que la transition écologique, c'est avec les deux piliers que vous avez ici. Donc, dans la lutte au changement climatique, il y a la réduction des émissions de GES, c'est tout à fait vital, mais il est tout autant l'adaptation au changement climatique. Donc, toujours en renforçant la biodiversité et également d'être moins, je dirais, vulnérable aux aléas climatiques. Le GIEC qu'on connaît tous, ainsi que le réseau C40 de villes qui se mobilisent concernant les enjeux climatiques, ont la même définition que nous par rapport à la lutte au changement climatique, mais toujours dans un esprit où on doit faire face aux enjeux environnementaux et trouver des outils pour favoriser la transition écologique et de demeurer résilient face à cette dernière, toujours en renforçant le pouvoir de la nature, justement, pour pouvoir aider à avancer en ce sens-là. Comme c'était mentionné, le Bureau de la transition écologique a été formé en 2018 et l'objectif, c'est de s'assurer, pas juste le bureau, mais on fait ça de manière égale à égale avec l'ensemble des services et les partenaires internes et externes. On a beaucoup à s'apporter l'un comme l'autre. Donc, l'objectif est de transformer les façons de faire pour augmenter la résilience face aux enjeux environnementaux, proposer des outils concrets pour favoriser la transition écologique, offrir ce qu'on pourrait appeler une forme de service-conseil aux unités administratives internes de la ville et, bien sûr, transformer le territoire et l'économie à l'aide des partenaires internes et externes de la collectivité montréalaise pour pouvoir faire avancer la transition écologique et atteindre nos cibles aussi de la planification stratégique de la ville Montréal 2030. Vous avez ici les aléas climatiques qu'on a pu déterminer, en fait, avec les projections climatiques que nous avons analysées depuis les 30 dernières années. On a analysé les phénomènes météorologiques extrêmes et on les a mis en parallèle avec les projections climatiques du consortium Ouranos, avec qui on a un partenariat pour le sud du Québec. Donc, en regardant ces différentes projections et en les croisant, on a pu se rendre compte que vous avez ici les 6 aléas climatiques qui sont le plus susceptibles d'arriver dans l'agglomération de Montréal et qui ont des impacts à la fois sur la population, l'environnement, la biodiversité et les infrastructures. Donc, vous voyez bien, c'est tout un cocktail. Donc, les pluies abondantes et dans le fond, on le voit déjà, là, notre climat par rapport à ça. Il y a une occurrence, il y a une augmentation de la fréquence et de la durée de ces aléas, donc on peut peut-être les nommer. Donc, les pluies abondantes, les vagues de chaleur, les crues, l'augmentation des températures moyennes, les sécheresses et bien sûr les tempêtes destructrices. Donc, tout un cocktail auquel on doit s'adapter en même temps qu'on doit réduire les GES. Donc, pour lutter efficacement, justement, contre les changements climatiques, eh bien, le Bureau de la transition écologique, avec la géomatique, on essaie de développer des outils ensemble, justement, pour nous aider à prendre des décisions, pour mieux planifier les actions à mettre en place. Il faut se rappeler aussi que les arrondissements et les services centraux sont tout à fait inclus là, dans la démarche. Je citerai quelques-uns des services avec qui nous travaillons, bien sûr, à ces questions, au-delà, bien sûr, de la division de la géomatique. Donc, bien sûr, le service de l'urbanisme et de la mobilité, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, le service de l'eau,
le service des grands parcs, entre autres, là, sont des services avec lesquels on travaille de façon tout à fait privilégiée. Espace pour la vie aussi est tout à fait fait partie de la donne, c'est certain. On collabore également de plus en plus étroitement avec la direction de la santé publique, donc la DRSP. On a eu la possibilité d'annoncer d'ailleurs, je dirais, une forme de rapprochement. Depuis qu'on a écrit le plan climat, la collaboration a tout à fait débuté, mais là, elle va aller elle va croître. En fait, là, on a préparé une entente avec la DRSP, justement portant sur l'adaptation au changement climatique. Il y en a été question brièvement au Sommet climat de Montréal qui a eu lieu mardi de cette semaine. Donc, évidemment, on travaille aussi avec plusieurs universités montréalaises, instituts de recherche comme McGill, l'Université de Montréal et l'UQAM et bien d'autres. Je vais maintenant passer la parole à Simon. Merci, Marie. Je voudrais remercier la SPQ de m'avoir invité ici pour m'avoir sorti de mes zones de confort. Je vais vous faire un aveu. Quand on m'a invité à faire la présentation aujourd'hui, j'ai dû googler fictotechnologie. Bon, maintenant, parlons de géomatique. Bon. L'Observatoire spatial urbain, c'est une de mes responsabilités à la Ville de Montréal. C'est une idée qui est venue de François Cavaillas, chercheur à l'Université de Montréal, qui est un de nos partenaires avec Yves Baudouin de l'UQAM aussi et Environnement Canada. L'idée globale, c'est on mise trois thématiques, là, pollution atmosphérique, les cartographies, l'îlot de chaleur intra-urbain, les propriétés physiques des matériaux. C'est tous des outils qui nous servent à comprendre notre territoire et à prendre des mesures en conséquence. Tantôt, on parlait que j'étais un spécialiste en photogrammétrie. Bien, qu'est-ce que la photogrammétrie? Ici, on a une photo. La Ville de Montréal était un précurseur déjà des années 70. On était la première ville en Amérique du Nord à faire une photogrammétrie complètement numérique. Définition rapide de la photogrammétrie, dans notre cas, c'est qu'on utilise l'utilisation de photographies aériennes. Avec 2 photographies aériennes qui recoupent le même territoire de 2 points de vue, on est capable de recréer artificiellement la 3e dimension vue du ciel. Tout ça est géoréférencé, associé à des logiciels de dessin, et on peut saisir de la donnée à partir de cette photographie aérienne-là. Ici, c'est les types de caméras qui sont utilisés pour prendre l'acquisition des imageries. Donc, il y a une bande infrarouge ici qui peut être un outil de télédétection. Et une seule photographie fait 1,5 gigs. Donc, on est loin de nos petites caméras qu'il y a dans nos iPhones. Chaque photographie sont ajustées aérotriangulées, donc sont bien positionnées dans l'espace avec des balises qui sont mesurées par des techniques de géomatique. Et aujourd'hui, on est rendu avec des vidéogrammétries, donc avec des lunettes 3D, on voit directement à l'écran le territoire en 3 dimensions relié avec un logiciel de dessin et on est capable de saisir la donnée à partir de cette méthode. Tout ça est normé avec des normes gouvernementales et c'est prévu, c'est spécifié, c'est fait pour faire des plans topographiques et c'est régi par des règles de photo-interprétation. Je vais vous donner un exemple. Pour le territoire, on peut faire des saisies justement de phénomènes naturels comme l'hydrographie. Donc, par photogrammétrie, on est capable de saisir l'eau de jour, donc tout ce qui est les surfaces d'eau, les cours d'eau plus étroits qui n'est pas un polygone mais une polyligne. On peut rajouter les marais, bien sûr, et aussi les ouvrages humains. Ici, dans ce cas-ci, les murs de soutènement, on pourrait rajouter les ponceaux, etc., etc. Donc, on est capable de faire une cartographie de l'hydrographie de l'agglomération de Montréal. Mais la photogrammétrie, ça nous a servi aussi pendant les inondations. En 2017-2019, la CMM a effectué un vol spécial pendant les crues. Puis en 2019, on a vraiment fait un vol spécifique pour faire de la vision stéréoscopique, donc la vision en 3 dimensions. Ici, on a un territoire à Pierrefonds-Roxborough, avant les inondations. Et ici, on a fait une orthophoto, donc on a géopositionné, corrigé les photographies pour qu'ils soient bien positionnés dans l'espace de l'inondation. Mais on a fait encore plus parce qu'on est capable de la visualiser en 3 dimensions. Donc, on a cartographié l'eau, bien sûr, mais aussi les murs, les barrages temporaires qui ont été faits pour retenir cette eau-là. Mais puisqu'on est en 3 dimensions, puis qu'on a la hauteur de l'eau, on était aussi capable de cartographier les zones qui auraient été inondées si on n'aurait pas eu ces digues temporaires-là. Donc, ça nous permet de mieux gérer notre territoire et connaître les faiblesses de notre territoire, où est-ce que la Ville doit intervenir pour protéger ses citoyens.
Autre point aussi, en bas à gauche, on voit une résurgence d'eau qui est sortie par les égouts pluviales de la ville. Donc, là aussi, on est capable d'identifier des points de faiblesse de notre réseau afin d'améliorer notre système. Autre thématique, la canopée. On pourrait la faire par photogrammétrie conventionnelle. On l'a fait aux 4 ans pour le service des grands parcs de la ville, mais ça sert à plein de monde à la ville et autres. Si on le faisait par façon traditionnelle photogrammétrique, ça nous prendrait 1 an à couvrir l'agglomération de Montréal. Donc, on y va avec une façon automatisée. Donc, on a des photographies aériennes qui sont produites par la communauté métropolitaine de Montréal d'été, par autocorrélation. Fait que le logiciel lui-même, là, avec les angles et tout ça, il reconnaît les pixels et il est capable de les positionner en 3 dimensions. Donc, on a un modèle numérique de surface 3D. Ça inclut les arbres, mais les bâtiments, les voitures, etc., tout ce qui est visible. On a déjà un modèle numérique de terrain. Un modèle numérique de terrain, c'est un terrain nu, 3D aussi. Et si on soustrait le modèle numérique de surface au modèle numérique de terrain, on obtient un modèle numérique de hauteur ou d'élévation. Puis là, on a isolé la couche 3,35 mètres. Pourquoi la couche 3,35 mètres? C'est la définition d'un arbre pour le service des grands parcs. Un arbre, ça a de 3 à 35 mètres généralement. Donc, mais on a les arbres, mais on a aussi les bâtiments. On a un paquet de fausses informations. Parallèlement à ça, les photographies aériennes ils ont une bande infrarouge. Donc, par télédétection, on est capable de faire un indice de verdure. Donc, on vient identifier automatiquement tout ce qui est vert, donc le gazon, mais aussi les arbres. On a 2 données qui proviennent de la même photographie. Un élément 3,35 mètres, tout ce qui est vert. Quand on coupe ces 2 données-là, c'est de cette façon-là qu'on obtient une canopée automatique. Fait qu'on sauve beaucoup de temps de le faire. Mais on peaufine encore mieux la façon de faire. Ici, on a notre solution par autocorrélation. Et à peu près en même temps, on était chanceux, à 2 reprises, on a eu un vol lidar. Un vol lidar, c'est un laser carrément qui est installé dans un avion et qui scanne le territoire avec le laser et qui frappe des objets. Ça revient au capteur, puis ils sont capables de positionner dans l'espace les différents objets, ici des arbres, bâtiments, le sol. Un vol lidar, c'est juste des points, c'est un nuage de points. Après, on a des algorithmes qui font des classifications automatiques, le sol, les bâtiments, les arbres. Et quand on a les arbres en haut de 3 mètres, on est capable de les pixeliser et on obtient une autre solution de canopée faite par lidar. Quand on recoupe ces 2 données-là, qu'est-ce qu'on a compris avec une analyse? C'est que le lidar est beaucoup plus performant sur les petits arbres. Entre autres, les arbres sur rue, entre autres au centre-ville, à cause des ombrages, de la photogrammétrie. Les photographies aériennes ont de la misère à détecter les arbres. On utilise le lidar pour les petits arbres, les arbres isolés, une solution d'autocorrélation pour les grandes canopées. Et tout ça est validé par un technicien qui balaye le 500 km² du territoire pour avoir une canopée de qualité sur l'agglomération. Autre donnée qu'on produit à la géomatique, toujours avec le même principe de photographie aérienne, on nous avait demandé de faire la couverture perméable-imperméable. On avait un problème avec cette définition-là parce que le sable est parfois perméable ou imperméable selon son niveau de compaction. Fait nous, on peut cartographier ce qui est minéral puis végétal. Donc, on a une photographie, que je vous ai dit tantôt, avec une bande infrarouge. Et on a un inventaire de bâtiments. Donc, on a tous les bâtiments de l'agglomération de Montréal saisis par photogrammétrie d'une façon conventionnelle. On a aussi, dans mon équipe, l'inventaire de la voirie. Eux, ils maintiennent l'inventaire de la voirie, ça le dit bien, qui est une propriété de la ville, mais c'est encore plus parce qu'il y a des métadonnées associées au type de pavage. Est-ce que c'est l'asphalte, du béton, du pavé uni, etc. Fait qu'on a toutes ces données-là déjà. Et avec l'imagerie aérienne, on vient détecter ce qui est minéral-végétal par télédétection. Puis on voit des fois autour des bâtiments, là, il y a des zones noires. Quand on a des zones d'ombrage, ça fait des occlusions, fait qu'on n'est pas capable de définir les informations. Donc, c'est une autre thématique qu'on est capable de cartographier. Même principe, toit blanc, toit vert. Sur les imageries couleurs, on est capable de identifier les toits pâles, donc pâles ou très pâles, et aussi avec l'imagerie infrarouge, on est capable d'identifier automatiquement les toits verts, et tout ça à partir des polygones de bâtiments qu'on a déjà en notre possession.
Un mot rapide, on n'a pas encore beaucoup travaillé là-dessus. On a fait des bancs d'essai avec l'Université de Montréal, mais pas sur une grande échelle. On a des capteurs de pollution de l'air pour les particules fines, 2,5 mm. Donc, on est capable de faire des analyses, mais là-dessus, il faut qu'on peaufine encore plus pour faire une cartographie plus fine. Mais je vais juste vous mentionner qu'on a ça. L'Observatoire spatial urbain, le gros moment où est-ce que ça a explosé, en 2012, on a fait un vol spécial avec l'UQAM, l'Université de Montréal. Dans l'avion, il y avait 2 capteurs. Un capteur thermique, un capteur hyperspectral. Une caméra conventionnelle, c'est là 4 bandes, rouge, vert, bleu, infrarouge. Là, on se ramasse avec un capteur qui a 96 bandes, qui nous permet de faire des analyses de télédétection beaucoup plus poussées. En 2016, l'agglomération de Montréal, la Ville de Montréal a payé pour l'agglomération de Montréal un vol avec ces 2 capteurs-là. Je suis géomètre, donc mon métier, c'est mesurer. Quand que je mesure, je dois mettre des contrôles pour m'assurer que la donnée qui est faite, elle est de qualité. Donc, pendant le vol qui a été fait aérien, nous avons mis des high buttons, donc des capteurs thermiques de température du sol. Et 3 mètres plus haut, on a mis des hobos, qui sont des capteurs thermiques de l'air. Normalement, on aurait dû les mettre à 1,50 m parce que c'est là qu'on respire, mais pour ne pas se faire voler ou vandaliser, il a fallu monter un petit peu plus haut dans les poteaux. Et nous avons aussi mis des bâches de 3 mètres de taille vectre là, pour faire un positionnement géométrique. Tout ça pour faire des analyses. Ici, on voit une maquette 3D de la Ville de Montréal. Puis, on a cartographié avec ces vols aéroportés-là 4 thématiques. Une thermographie de jour, de nuit, un albédo, et on est en train de faire présentement l'inertie thermique. Je vais vous montrer 4 lieux. Ici, on est au quartier des spectacles. Là, un arbre dans un parc, un bâtiment au toit blanc, de l'ombrage dans une rue et un toit vert. Pour la thermographie de surface, donc, on voit que l'arbre dans le parc en haut à gauche, là, il y a un petit îlot de fraîcheur. Puis on voit que l'arbre a vraiment un impact immédiat sur la température. Le toit blanc, à notre grande surprise, il est rouge, il est chaud. Fait que ce n'est pas juste la couleur qui fait que ça retient la chaleur ou non, il y a les matériaux aussi utilisés. Là, on n'a pas poussé notre recherche de plus là-dessus. En haut à droite, le toit vert semble faire son effet. Et la tache d'ombrage, c'est sur Sainte-Catherine, c'est frais, c'est de l'asphalte, pas de problème. Pour quelques minutes, c'est simplement qu'il y avait l'ombrage passager à cet endroit-là. Je vous garantis qu'une heure plus tard, c'est aussi chaud que le reste de l'année. Thermographie de surface de nuit. Tout a repris sa température. On voit que la rue est plus chaude que les bâtiments, que le parc. Puis on voit l'arbre qui est un petit peu plus chaud que la végétation autour. C'est normal, bien, vous savez mieux que moi, j'imagine. Un arbre, pendant la nuit, ça respire puis ça dégage de la chaleur. Donc, mais en dessous de la canopée, il y a quand même un effet de fraîcheur. L'albédo, c'est la réflectance du rayonnement solaire. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est des éléments qui ont fort albédo afin que les rayons puissent se diffuser. Donc, le toit blanc, effectivement, il y a un fort albédo et la rue a un albédo plus faible et souvent les toitures de bâtiments aussi. Et l'autre thématique qu'on peut calculer, c'est l'inertie thermique. On est rendu là présentement. L'inertie thermique, c'est la différence de température de jour versus la nuit sur l'albédo. Et qu'est-ce qu'on recherche? C'est une inertie thermique faible parce que c'est la capacité d'emmagasiner la chaleur pendant le jour et la relâcher durant la nuit. Fait que si on regarde nos thématiques, le toit blanc qui était très chaud, bien, il est devenu frais. Et les rues, eux, ils ont une capacité d'emmagasiner la chaleur et on voit qu'elle relâche la chaleur même s'il y a eu l'ombrage lors de l'acquisition de l'imagerie. Donc, tous ces éléments-là que je vous dis qu'on cartographie, on ne le fait pas pour le plaisir de le faire, quoique j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais ça sert, entre autres, au BTR à faire leur analyse de vulnérabilité. Tout ça, une de mes autres responsabilités, c'est la modélisation de la maquette 3D de la Ville de Montréal. C'est plus qu'une maquette style Google Earth où est-ce que tout est méché. Chaque bâtiment sont individuels, on peut les sélectionner et il y a une base de données qu'on peut associer à ça. Fait que tous les éléments que je vous ai donnés là précédemment, on pourrait l'intégrer dans l'actif de la voirie, dans les lots, dans le cadastre ou probablement par les bâtiments. Ici, je vous montre un extrait de la maquette de la Ville de Montréal. On a 6 arrondissements qui est modélisé de cette façon-là, 3D. C'est elle répond aux normes internationales CITGML, LOD2, Level of Detail 2, ce qui veut dire que tous les toits ont été mesurés par photogrammétrie, de là ma spécialisation entre autres, et les murs sont déduits jusqu'au sol, et la texture, elle est appliquée automatiquement par les photos aériennes qui ont servi à la mesure. C'est merveilleux.
Et cette donnée-là, on peut ajouter des thématiques. Ici, je viens d'ajouter la thématique de la thermographie de surface du territoire. Donc, avec les arbres aussi qui sont présents, fait qu'on voit les jeux d'ombrage, sans avoir la maquette 3D, on n'aurait pas pu ou on aurait eu de la difficulté à analyser ici le coin de rue que je parlais de tantôt, fait par le complexe des jardins. Là, je vous ai parlé agglomération de Montréal. Mais pour les projets forts de la ville, tout cela que je vous ai parlé, c'est une résolution métrique. Pour les projets forts de la ville, on essaie de cartographier les infrastructures qui ont été faites par la ville pour voir c'est quoi leur taux d'efficacité pour améliorer la résilience au changement climatique. Donc, par drone, on met une caméra thermique, donc un capteur RGB et un capteur thermique, et on est capable on effectue des vols, ici c'est au Mille-Outremont, de jour et de nuit avec le capteur couleur et thermique. Et on obtient une résolution de 10 cm thermique et 2,5 cm couleur. Donc, on est passé du métrique à décimétrique. Ce qui nous permet de faire des analyses sur le type de matériaux. Ici, c'est devant l'Université de Montréal au campus Outremont. C'est plusieurs types de pavés avec de l'asphalte. De jour et de nuit, selon le type de pavage, on peut voir qu'ils n'ont pas la même température qui est utilisée. Et la même chose de nuit. Puis là, selon le type de pavage, et ça a pas mal pris toute la température, on voit que l'asphalte est un petit peu plus chaude. Donc, on est capable de suivre des projets à plus petite échelle, plus grande échelle, non, plus petite échelle, c'est ça, pour avoir une analyse. Puis le projet 1000, on le suit aux 2 ans avec une caméra thermique, entre autres pour suivre la croissance de la canopée, pour savoir jusqu'à quand, ça prend combien de temps un chicot qu'on plante pour avoir une influence sur son environnement. Bien, là, je vous dis ça, je suis tout seul de mon équipe, mais je ne suis pas tout seul, fait que ça, c'est mes réunions d'équipe. Mais bon, il y a des visages derrière ces pictogrammes, fait que je veux juste signaler que c'est un travail d'équipe qu'on fait, puis on le fait pour différents services de la ville, entre autres pour le BTR. Merci beaucoup, Simon. Vous avez compris pourquoi on travaille avec son équipe. Donc, en fait, le premier mandat, vous en doutez bien, mais le premier mandat qu'a eu à faire le Bureau de la transition écologique était la feuille de route de lutte contre les changements climatiques pour la Ville de Montréal. Donc, en fait, qui a donné naissance au plan climat 2020-2030. Voilà. Donc, ce plan-là, en fait, l'objectif principal, il y a 2 objectifs principaux. Donc, en premier, c'est de réduire les émissions de GES au niveau de réduire à moins 55 % à l'horizon 2030 sous les niveaux de 1990. Donc, c'est ça un des principaux objectifs. Et l'objectif à terme, ce serait que d'ici 2050, la ville puisse devenir carboneutre. L'autre objectif fondamental est également d'augmenter la capacité d'adaptation de la population montréalaise, de son environnement et de sa biodiversité pour justement pouvoir être plus résilient face à tout ce qui s'en vient. Donc, voilà, et toutes les perturbations environnementales à venir et qu'on connaît déjà. Vous avez ici les 5 principaux champs d'intervention du plan climat. Le plan climat, c'est 46 actions, dont 16 actions phares. Donc, vous l'aurez compris, les actions phares sont celles qui ont davantage d'impact, par exemple, au niveau de la réduction des émissions de GES, l'adaptation et aussi au niveau de la mobilisation. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été déterminés. La plupart des actions du plan climat vont être réalisées d'ici 2030 ou tout proche. Donc, vous avez ici, dans le fond, l'une des actions du plan climat concerne la bonification des outils de planification de la ville. Donc, en fait, oh, Nicolas, oui, je te passe la parole. Je m'excuse, je suis tellement habituée de parler longtemps, il ne faut pas m'en vouloir. Donc, mon cher Nicolas va venir présenter. Désolée. C'était bien parti. C'est vrai, il faut que je regarde devant. Donc, effectivement, là, une des 46 actions, c'est de bonifier les outils de planification de réglementation en urbanisme, donc afin de favoriser l'aménagement des quartiers à échelle humaine. Donc, 2 éléments, de mettre à jour l'analyse de vulnérabilité au changement climatique. Donc, cette analyse-là, il y en a une première qui a été faite en 2015 dans le premier plan d'adaptation au changement climatique de la Ville de Montréal. Donc, c'est de mettre à jour cette analyse-là et de l'intégrer dans le prochain plan d'urbanisme et de mobilité.
Lorsqu'on parle de vulnérabilité, donc là, Simon vous a parlé un peu des données qui sont cherchées. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes d'analyse de vulnérabilité? Donc, la vulnérabilité, ça correspond, dans le fond, à la prédisposition, la propension à subir des dommages. Donc, ça englobe différents concepts, notamment les notions de sensibilité, d'exposition, d'incapacité à faire face ou à s'adapter. Donc, c'est la définition là, qui est inspirée directement du GIEC. Donc, la vulnérabilité des populations, des infrastructures dépend de notre préparation au risque, ainsi qu'à notre capacité à s'adapter et faire face à ces aléas climatiques, qui sont de plus en plus fréquents par ailleurs. Dans les prochaines années, donc nous, on est plutôt dans le carré, là. Dans les prochaines années, nous verrons intégrer une analyse de risque et la capacité à s'adapter afin d'avoir un portrait plus complet de la situation. Donc, on est vraiment plus dans le volet vulnérabilité, analyse de risque qui va suivre au courant des prochaines années. Comment se calcule cette vulnérabilité-là? Alors, la formule est très, très simple. Vous pouvez la prendre dans un sens ou dans l'autre, comme vous préférez. Donc, c'est la sensibilité physique multipliée par la somme de 3 autres sensibilités, c'est-à-dire la sensibilité sociale, territoriale ou environnementale, ou si vous préférez le faire à l'envers, la somme des trois derniers multipliée par la première sensibilité, qui est la sensibilité physique. Donc, comme c'est indiqué, sensibilité physique, c'est l'exposition, ce qu'on appelle l'exposition, le degré auquel un territoire est touché par des aléas climatiques. La sensibilité sociale est la proportion dans laquelle une collectivité, donc la population montréalaise ici, est susceptible d'être affectée par la manifestation des aléas climatiques. La sensibilité territoriale, c'est la proportion dans laquelle spécifiquement les infrastructures sont susceptibles d'être affectées de manière positive ou négative, qui est un élément important, parce qu'on voit les changements climatiques comme étant négatifs, mais parfois, étonnamment, peuvent être positifs. Et finalement, la sensibilité environnementale, qui est la proportion dans laquelle le milieu naturel est susceptible d'être affecté. Comment ça se traduit tout ça? Donc, comment ça se calcule? Donc, l'étape la plus importante, c'est de normaliser les données. Donc, il y a un maillage qui est appliqué à l'ensemble des aléas climatiques. Et le maillage, là, ce sont des cellules de 250 mètres carrés, là, de 250 mètres par 250 mètres. Et avec ces données normalisées-là, ça nous permet d'avoir une analyse. Donc, vous voyez ici les 4 cartes. Donc, l'équation que vous avez vue dans la diapo précédente. Manifestée autrement. Donc, la sensibilité physique multipliée, entre parenthèses, la somme de la sensibilité sociale, territoriale et environnementale. Donc, je passe la parole à Marie. Parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez ici le résultat final de la vulnérabilité aux vagues de chaleur de l'agglomération de Montréal. Donc, en fait, vous pouvez constater que dans les secteurs où, dans le fond, c'est davantage, je dirais, industriel, commercial ou densément peuplé, c'est davantage propice, vous l'aurez compris, à la formation d'îlots de chaleur, d'autant plus que les différents matériaux dans ces zones-là qui sont utilisés d'habitude favorisent, je dirais, la captation là, du rayonnement solaire. Également, il y a plusieurs endroits où c'est plutôt imperméable et la végétation y est peu abondante. D'un autre côté, on peut voir que du côté de l'ouest de l'île et certaines zones de l'est de l'île ainsi que du centre, j'ai bien dit certaines zones qui sont effectivement moins denses au niveau de la population également, il y a moins de formation d'îlots de chaleur et à certains égards, comme par exemple dans l'ouest de l'île, on retrouve davantage d'habitations de type unifamilial entourées d'une cour. Donc, aussi, ce que je vous mentionne, c'est que vous voyez là, vous voyez à l'écran, si vous voulez voir les autres cartes qu'on a fait au niveau des autres aléas climatiques qui sont disponibles là, sur le site Internet de la Ville, on est présentement en train de les mettre à jour. D'ici la fin de l'année, elles vont être mises à jour. Vous avez aussi la possibilité, je dirais, de mettre l'emphase sur certains secteurs plutôt que d'autres. On voit ici Saint-Léonard et Villeray-Saint-Michel, parc extension, où évidemment, il y a plusieurs secteurs là, qui ont besoin de verdissement, disons ça comme ça, mais il y a plusieurs approches qui se développent en ce sens-là.
Oui, donc au niveau du projet de loi 67, le gouvernement du Québec, en mars dernier, a fait une modification réglementaire à la loi sur l'urbanisme et à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc maintenant, c'est demandé aux villes d'identifier par carte les différentes zones de leur territoire qui sont susceptibles d'avoir des îlots de chaleur. Donc, vous l'aurez compris, au niveau de la Ville de Montréal, eh bien, on est en train de travailler à cette carte avec le service d'urbanisme et de mobilité. Donc, dans le prochain plan d'urbanisme qui est actuellement en consultation, là, il y a différents processus de consultation en lien avec ce prochain plan qui est en train de se faire. Cette carte va être intégrée directement là, dans le nouveau plan. Parfait. Donc, vous avez ici un autre exemple d'application de ce qu'on fait avec les données de la géomatique en partenariat dans nos projets. C'est pour vous donner un exemple rapide, en fait. Là. Donc, vous pouvez voir ici là, un terrain synthétique. Il y a un terrain synthétique sportif. Il y a également des toits et des stationnements qu'on pourrait qualifier de traditionnels qui sont susceptibles aussi de former là, des îlots de chaleur. Donc, c'est pour vous donner un exemple de comment on utilise au quotidien dans les différents services les données et les cartes. Voilà. Et voilà, Nicolas. Merci. Donc, je vous cite deux projets là, qui sont en cours, là, qui donnent des exemples un peu plus concrets là, de ce qui peut être fait. Donc, le premier est un projet pilote de capteur de la température de l'air. Donc, c'est un projet pilote qui a été fait dans 3 arrondissements, qui est en cours pour mesurer la température de l'air dans les arrondissements là, qui sont mentionnés là. Le projet se fait en collaboration avec la Division de la géomatique, merci Simon, avec Environnement Canada, ainsi que les universités McGill et de Montréal. Donc, il y a 25 capteurs qui ont été installés dans ces 3 arrondissements-là. Capteurs qu'on doit voir un peu, si vous vous souvenez un peu précédemment, là, sur le même modèle que le réseau de surveillance de la qualité de l'air, donc des capteurs avec des données ouvertes en mode dynamique, en continu, qui nous permet d'aller chercher plusieurs informations avec comme objectif, les objectifs que vous voyez qui sont cités, de former, sensibiliser les employés, mais plus spécifiquement de mesurer les impacts des projets de verdissement, de mesurer la température ressentie par les résidents dans les secteurs qui sont très minéralisés et d'améliorer l'analyse de vulnérabilité et de notre carte des îlots de chaleur. Donc, ça nous permet d'aller chercher des données encore plus précises que celles qu'on a actuellement. Autre projet également qui est en cours, que vous connaissez sûrement, c'est la patrouille verte. Donc, depuis 2020, le BETAR collabore avec la Direction de la santé publique de Montréal afin de sensibiliser les personnes qui sont en situation de vulnérabilité aux vagues de chaleur. On peut penser notamment aux personnes âgées, vivant seules, dans des quartiers défavorisés. Donc, l'utilisation de la géomatique nous est très utile pour visualiser les critères de sélection, notamment là où il y a des îlots de chaleur, le niveau de climatisation, c'est-à-dire là où il est faible, le nombre de personnes de 65 ans et plus qui vivent seules et qui sont vulnérables en raison de maladies chroniques. Donc, pour respecter le temps, je crois que je vais y aller un petit peu plus... Je vais passer un petit peu plus vite certaines diapos. Donc, en fait, ici, c'est des travaux qu'on mène avec la communauté métropolitaine de Montréal et l'arrondissement Antique-Cartierville. On a recensé un certain nombre de solutions potentielles à la problématique des crues printanières. Donc, on y travaille en termes de modélisation dynamique de la rivière des Prairies, l'influence du fleuve Saint-Laurent et de voir comment on peut, dans le fond, diminuer la vulnérabilité en lien avec les crues et que ça puisse aussi donner lieu à des aménagements, je dirais, multifonctionnels pour la population tout en respectant les différents réseaux et avoir recours, bien sûr, aux infrastructures naturelles. Dans le plan climat, il y a plusieurs actions qui utilisent l'analyse de vulnérabilité dont on vous a parlé. Je pourrais en mentionner quelques-unes rapidement. Donc, la plantation des 500 000 arbres dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur. L'agriculture urbaine, on a adopté en septembre dernier la stratégie 2021-2026 en agriculture urbaine. On a 3 cibles dont on pourra vous reparler à un autre moment, très concrètes, qu'on souhaite atteindre avec l'ensemble des services et de la collectivité. Au niveau du test climat, eh bien, c'est important de s'astreindre dans l'administration. On a établi des cibles, on veut mobiliser la collectivité montréalaise, mais si on ne s'impose pas nous-mêmes d'être cohérent avec ces différents engagements, eh bien, on tente de le faire, entre autres, avec la planification Montréal 2030, mais également avec le test climat qui permet à un certain
certain nombre de décisions. Petit à petit, ça va être l'ensemble des décisions. Mais pour l'instant, ce sont les grands projets qui sont soumis au test climat. Et dans le fond, c'est de voir chaque projet politique, programme qu'on peut avoir à la Ville, c'est quoi l'impact sur la réduction des émissions de GES et l'adaptation au changement climatique. Le dernier élément, et non le moindre, dont on pourra se reparler à un autre moment, c'est de consacrer 10 à 15 du budget décennal d'investissement des services centraux dans un premier temps à l'adaptation au changement climatique, mais en mettant vraiment une emphase sur la nature en ville et les infrastructures naturelles. On y travaille avec le service des finances. Et, il y a une petite vidéo qui débute. Bien, je pensais que je présentais mon équipe, mais mon équipe est très motivée. On est une trentaine de personnes, donc je voulais seulement saluer l'équipe du BETER pour tout le travail. Je pense que c'est ton... Je pense que Simon avait une vidéo, mais... C'est juste un petit... C'est juste une petite vidéo qui dure 2 minutes là, sur l'usage du drone puis qu'est-ce qu'on peut saisir avec cette technologie-là. Fait que je vous laisse avec ça, puis après, période de questions.